Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Retournons un instant en 1986, l'année où le Rock and Roll Hall of Fame a intronisé ses premiers musiciens, dont les iconiques Ray Charles, Buddy Holly et bien évidemment Elvis Presley. Tina Turner était également en ascension en Californie, où son étoile était dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame. Et si vous allumiez la radio, vous seriez probablement tombé sur l'immense succès de Madonna, Papa Don't Preach. Mais pour le moment, retournons à la conversation qui a lieu dans la chambre. Rappel au règlement. Nous passons ensuite aux questions orales. Le chef de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre responsable des soins accordés aux personnes âgées. Je voudrais demander au ministre, compte tenu des recommandations plutôt scandalisantes proposées par le ministre des services sociaux et communautaires et des recommandations du vérificateur provincial, il a décidé de se désister. Je me demande si le ministre responsable des personnes âgées peut nous dire s'il est en faveur des recommandations de son collègue ou si lui, en tant que ministre, est satisfait de la situation où seulement 6 ou 7 inspecteurs sont responsables de toutes les inspections. Monsieur le Président, je ne crois pas que c'est une surprise pour le chef de l'opposition que je m'entends très bien avec le ministre des Affaires communautaires et sociales. Et de plus, j'appuie la philosophie qu'il guide. Je crois qu'il a exprimé de façon très claire quand on avait posé la question il y a 1 ou 2 semaines et quand on lui a posé des questions que la philosophie, à propos de la philosophie de ce ministère et de notre gouvernement. Je voudrais ajouter que, alors qu'on parle des maisons pour des foyers pour les personnes âgées, nous devons parler de toute la question des soins dans les institutions. Je voudrais indiquer au chef de l'opposition qu'au début de 1987, je vais faire une déclaration indiquant les 4 domaines, les 4 volets du travail que nous allons étudier, et cela comprend les soins à accorder. Je voudrais dire au ministre, c'est que la dernière chose que les personnes âgées veulent, c'est une déclaration en janvier indiquant les nouvelles études que vous allez entreprendre presque 2 ans après être entré en fonction. Nous connaissons les résultats d'une étude et ces résultats contredisent le livre blanc que vous avez publié en juin cette année. Je vais lire les recommandations. L'initiative centrale sera la mise à pied de nouvelles lois. Nous voulons adopter une loi qui va établir des critères uniformes dans des domaines tels que les inspections, le programme et le personnel à embaucher. Comment avez-vous l'intention de faire correspondre cette déclaration avec celle que votre collègue avait faite hier, qui indique qu'il fait tout à fait le contraire de ce que vous avez dit qu'il devait faire? Je ne pense pas que cela soit le cas. Ce que j'avais dit, et j'ai l'intention de le répéter, nous allons changer le système qui a été mis sur pied par votre gouvernement de 42 ans et le convertir en système qui va tenir compte des besoins des personnes concernées. Dernière question supplémentaire.
ces déclarations grandioses qui ont été écrites par vous il y a 18 mois doivent être comparées avec ce que votre collègue a l'intention de faire. Cet après-midi, votre collègue, le ministre de la Santé, avait parlé d'une meilleure inspection des maisons de soins infirmiers. Votre collègue, le ministre des Affaires communautaires, avait dit qu'il n'était pas intéressé et qu'il pense que ce n'est pas sa responsabilité. Il ne pense pas que le gouvernement provincial doit inspecter ces maisons. Il ne s'intéresse pas au fait qu'il n'existe aucun règlement pour inspecter l'alimentation, la question de sécurité. Il pense qu'il vaut mieux confier cette tâche aux comités eux-mêmes. Ma dernière question supplémentaire, c'est comment justifier cette contradiction entre vos deux collègues et le conflit entre le ministre des Services sociaux et communautaires et vous-même? D'abord, je ne suis pas d'accord. J'objecte aux interventions de votre leader en chambre. Je pense que c'était un coup bas. D'abord, je voudrais suggérer que le ministre de la Santé, le ministre des Affaires communautaires et sociales, moi-même, mon collègue, le ministre des collèges et des universités, nous travaillons sérieusement à l'élaboration d'un programme. Pour la première fois, nous ne nous sommes pas contentés d'une déclaration, comme vous avez fait. Nous avons fait une déclaration de politique. C'est la première fois qu'un gouvernement dans ce pays l'a fait. Prenons un exemple seulement de ce que nous avons fait, dont eux, ils ont parlé, mais n'avaient rien fait. Vous avez parlé de la nécessité des gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Vous avez profité d'un programme qui était mal financé à Ottawa. Nous avons mis sur pied 27 programmes depuis janvier cette année. Nous allons de l'avant avec les mesures que nous avons l'intention de prendre. Le ministre veut suggérer que maintenant, il y a à l'ordre. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre du Travail. S'il peut expliquer les circonstances entourant l'ouverture des magasins le dimanche. Le 4 décembre, le Toronto Star avait publié en manchette « On ne peut pas obliger les employés de travailler le dimanche », d'après Scott. Je sais que vous voulez qu'on pose la question au procureur général, mais c'est vous qui devra répondre. Il continue à citer le procureur général, et je cite, « Tout employé qui ne voudrait pas travailler le dimanche et qui est employé dans un commerce régi par la loi ne sera pas obligé de travailler le dimanche. » Nous avons téléphoné à votre ministère ce matin et ils ont répondu, si un employé refuse de travailler le dimanche, l'employeur a le droit de le congédier après préavis ou avec paye. Ma question, c'est qui a raison, le procureur général ou votre ministère? Monsieur le Président, je crois que ce serait plus utile si le chef de l'opposition, qui apparemment a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais découvert quand ils étaient au gouvernement, c'est-à-dire les questions qui touchent les travailleurs, si le chef de l'opposition nous dirait d'abord la question qui a été posée, c'est difficile d'essayer de deviner quelle était la question. Le chef de l'opposition nous a donné la réponse. J'aimerais peut-être lui suggérer que c'est important de connaître quelle était la question qui a été posée par la personne qui avait téléphoné. Question supplémentaire.
En ce qui concerne ce que nous avons fait quand nous étions au gouvernement, je ne peux que citer le député de Bellwoods qui vous a traité du plus mauvais ministre du Travail depuis des années. Je ne mets jamais en doute sa conclusion. Afin de... À l'ordre. À l'ordre. Je voudrais rappeler aux députés que ce n'est pas nécessaire de faire des commentaires personnels. Question supplémentaire. Afin de poser la même question, afin que vous ne pouvez pas vous cacher, j'ai une citation du procureur général de l'Ontario que les magasins ne peuvent pas obliger les employés à travailler le dimanche. Il dit que tout employé qui n'aimerait pas travailler le dimanche et qui est employé dans un commerce qui est gouverné par la loi ne sera pas obligé de travailler le dimanche. Ma question au ministre est celle-ci. Êtes-vous d'accord avec le procureur général qu'au terme de la loi actuelle, un employé ne peut pas être forcé à travailler le dimanche? Ministre? Eh bien, Monsieur le Président, je crois que le procureur général faisait un commentaire au fait qu'au terme de la loi telle qu'elle existe, que l'ouverture des magasins le dimanche est illégale et les travailleurs qui devaient travailler le dimanche travailleraient dans un magasin qui ne devrait pas être ouvert et les employeurs ne devraient pas exiger qu'un employé travaille. Je crois que le procureur général a exprimé son opinion très clairement. Je crois ce que la Chambre devrait se rappeler, et en fait tous ceux qui regardent, c'est que jeudi, cette semaine, nous allons apprendre la décision de la Cour suprême du Canada et à ce moment, nous saurons dans quelle situation nous nous trouverons. Maintenant, je sais pourquoi vous m'avez demandé de poser la question au procureur général. Vous êtes responsable de l'application de la loi sur les normes du travail en Ontario. C'est cette loi qui vous donne la responsabilité de déterminer quels employés, ce que les employés doivent faire et quelles sont les limites à imposer. Le procureur général de cette province, votre collègue, a dit qu'on ne peut pas forcer les employés à travailler le dimanche. Quelle que soit la décision de la Cour suprême ce jeudi, il y aura des magasins qui seront ouverts dimanche et les employés veulent savoir quels sont leurs droits. En tant que ministre du Travail, vous devez donner une réponse claire aux travailleurs de cette province. Est-ce que ces employés peuvent être obligés à travailler le dimanche? Sinon, comment pouvez-vous dire qu'ils ne peuvent pas forcer les employés à travailler? Je crois que quand le procureur général avait fait ses commentaires, il parlait de la loi sur les jours fériés pour le commerce au détail. Je crois que le procureur général avait raison de dire ce qu'il avait dit. Je crois que nous devons attendre d'apprendre la décision de la Cour suprême ce jeudi et à ce moment, nous pourrons savoir quelle est la situation actuelle et les employés seront au courant de ce qu'ils doivent faire ce dimanche. Nouvelle question, le député de York Sud. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souligner avec le commentaire que le commentaire du député de Bellwoods avait fait. Il y a eu beaucoup de discussions au sein de notre caucus. La question s'adresse à quel ministre? Je voudrais tout simplement présenter cette information à la Chambre. Ma question s'adresse au ministre de la Santé qui fait suite à sa déclaration concernant les maisons de soins infirmiers aujourd'hui. Je voudrais féliciter les membres de mon caucus qui, depuis des générations, ont posé des questions à propos de l'industrie des maisons de soins infirmiers et nous sommes fiers du fait que des petites mesures ont été prises pour remédier à une situation qui mérite des réformes et des changements qui ne font que tarder, Monsieur le Président.
Je voudrais demander au ministre s'il peut assurer la Chambre qu'une infraction de la Charte des droits telle qu'exprimée dans la loi sur les maisons de soins infirmiers, dans l'article 1A, clause 2, si une infraction de la loi telle qu'elle existe, si une telle infraction sera considérée comme une infraction de la loi. Monsieur le Président, je crois que je remercie l'honorable député pour ses commentaires touchant la responsabilité pour ces réformes et les étapes que nous avons prises. Je crois qu'il devra indiquer que ce parti veut participer activement à l'amélioration du sort des gens qui habitent dans ces foyers. Je ne pense pas qu'il veut s'accaparer les félicitations de cette situation. Et je crois que les membres de l'opposition officielle aussi veulent voir les résidents de ces foyers obtenir les meilleurs soins possibles. Et j'espère qu'ils vont accorder leur appui au cours de la deuxième lecture. Je voudrais indiquer, comme j'ai indiqué dans ma déclaration, que la base de ces modifications, c'est que les résidents vivent dans des foyers qui est leur foyer et si les conditions ne sont pas exprimées dans les contrats, à ce moment, nous pourrons faire respecter le contrat. Nous voulons assurer que les soins qui sont accordés respectent les contrats. Monsieur le Président, le ministre n'a pas répondu directement à ma question, ce qui me fait croire que la réponse à ma question est non. Le ministre doit savoir qu'il a ajouté un paragraphe à ce projet de loi qui fait suite à toutes sortes d'articles et les articles disent qu'il a finalement accepté une charte des droits pour les personnes âgées. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il a le pouvoir de faire respecter cette loi? Je sais qu'il a abandonné la partie en ce qui concerne les services de représentation et de promotion. Comme mon collègue de Scarborough-Ellesmere l'a dit, ce que j'aimerais savoir, c'est si le ministère trouve qu'un résident n'a pas eu l'occasion de recevoir des visiteurs ou d'avoir des consultations en privé, est-ce que cela constitue une infraction à la loi? Et le cas échéant, comment est-ce qu'on va essayer de faire respecter la loi? Monsieur le Président, j'ai indiqué à l'honorable député quelles dispositions existent dans la loi afin que nous puissions faire respecter cette loi. Nous avons aussi parlé de services que nous allons accorder. Et en ce qui concerne la question de promotion ou de représentation, vous avez peut-être une certaine opinion. Nous avons expliqué notre opinion. Nous avons déposé des modifications. Nous avons pensé que c'est nécessaire de mettre sur pied des comités ou des commissions afin d'assurer qu'il y ait un dialogue continu avec les résidents de ces foyers, afin d'assurer qu'on traite les plaintes de manière objective. Je dois dire que mon ministère est engagé de manière très active dans les activités de ces maisons. Je demande encore la réponse. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Ça fait 2 heures que je pose la question. Et ce projet de loi-ci n'est pas du tout applicable. D'ailleurs, on a dit que le renseignement ne consiste pas le pouvoir, c'est le pouvoir seulement qui constitue le pouvoir. Je me demande si le ministre peut justifier à cette Chambre, à cette Assemblée plutôt, la raison pour laquelle
on a pris une telle décision. Pourquoi donc il n'a pas demandé qu'on ait la mise sur pied de sociétés qui tiennent compte des intérêts de ces résidents dans toutes les maisons de soins infirmiers, dans chaque maison donc, afin qu'on puisse rationaliser tout ce système dans le cadre des maisons de soins infirmiers. Monsieur le Président, en fait, l'encouragement du Conseil des résidents est un bon groupe qui, dans le fond, tient compte du travail qui a été effectué par les conseils des résidents qui étaient déjà mis sur pied. Nous avons l'intention également de travailler plus avec eux. Et je peux dire aux honorables députés que nous avons l'intention d'examiner certains articles de cette loi portant modifiant la loi. Je peux dire également que ces modifications vont aider à tenir compte de ces plaintes et que nous allons offrir de l'aide aux personnes qui ont des plaintes en leur offrant une façon de donner de la preuve à un juge de la paix, par exemple, parce qu'on suppose qu'une personne qui est résident des maisons de soins infirmiers ne peut peut-être pas se rendre à une cour. Nous tenons compte des besoins des résidents de ces foyers et j'ai hâte de pouvoir discuter de cette question en chambre et que l'on puisse améliorer la qualité des services des personnes vivant dans les maisons de soins infirmiers. J'aimerais maintenant parler au ministre des Affaires sociales et culturelles et soulever la question que j'ai soulevée avec lui hier, parce que c'est une question très fondamentale. Certainement, les événements qui ont eu lieu aujourd'hui, mais en exergue en quelque sorte la situation. Le ministre saura qu'en 1972, dans le système des maisons infirmières a été changé dans cette province. Il y a une nouvelle loi qui a été proposée et que dans ce cas-là, on parlait des fonds offerts d'après les principes universels. Et il saura qu'à ce moment-là, les fonds ont augmenté d'au moins 30 facilement. Le nombre de lits qui a augmenté dans le secteur non lucratif a augmenté seulement de 8 pour ce qui est des soins prolongés. Par conséquent, l'équilibre entre les deux a été entièrement changé. Je me demande si le ministre, étant donné ses renseignements, peut expliquer pourquoi le Parti libéral est décidé d'avancer, de foncer et de donner des fonds à des sociétés lucratives, par exemple pour les garderies, alors que dans le fond, tout ce que nous savons, c'est que ce sont des multinationales des États-Unis ou encore des chaînes, des sociétés donc de masse qui vont s'introduire. On va avoir les mêmes problèmes avec les services de garderie dans les années 80 que nous avons eu dans la décennie précédente avec d'autres services sociaux. J'aimerais dire que je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui a été effectuée par le leader du Parti démocratique. Ce que j'ai souligné par rapport à ces questions qu'il a posées au cours des journées précédentes, c'est que nous avons une situation en ce moment qui dessert plus... Nous avons une société donc qui tient compte de certains secteurs des garderies et certaines familles sont obligées d'avoir recours à ces services-là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et d'autres parents ont choisi ces services de garderie commerciale. C'est là la situation. Par conséquent, il nous semble juste, équitable et raisonnable que nous offrions le même genre d'appui financier à ces familles-là que nous le faisons aux familles qui utilisent les services dans le secteur non lucratif. Cela me semble tout à fait raisonnable que nous sommes prêts à offrir des fonds à ces familles pour qu'on ait les salaires élevés et les taux plus bas et que qu'on n'est pas prêt à offrir les mêmes services ou les mêmes appuis aux familles qui ont choisi les garderies commerciales. Je ne trouve pas ça juste du tout. Supplémentaire, je me demande si le ministre peut répondre à la question suivante. La raison pour laquelle beaucoup de familles ont choisi les garderies commerciales, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix concernant
les solutions qui sont offertes dans leur garderie. Par exemple, comme l'a indiqué le trésorier, ou comme on peut le voir, nous n'avons pas beaucoup de fonds qui sont offerts dans cette province et dans le fond, on a choisi entre ouvrir de nouvelles garderies non lucratives alors qu'on peut également octroyer des fonds à des garderies commerciales. Pourquoi alors choisissons-nous à donner des fonds aux garderies commerciales, 4 groupes seulement, alors qu'on pourrait donner ces fonds à des garderies non commerciales qui pourraient offrir beaucoup plus de place? Ceci en guise de réponse à une question similaire qui a été posée hier. On en a parlé à Ottawa, je crois, hier. J'ai déjà indiqué que, d'après la déclaration du Premier ministre et mes propres déclarations, c'est que nous allons offrir des fonds au secteur non lucratif. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, les nouvelles initiatives donc iront dans le secteur non commercial. Ceci est clair. Mais il faut être formel aussi. Dans l'autre cas, vous avez dit qu'il fallait voir le Premier ministre à Vancouver prononcer certains propos à l'égard de cette question. Et, corrigez-moi si j'ai tort, qu'il y a une nouvelle initiative qui va être proposée, que cette initiative tient compte d'aide directe par un système de per diem pour les 2 types de garderies. Alors, comment est-ce que le ministre peut également dire que les nouvelles initiatives seront dans le secteur non commercial, alors que l'initiative principale, le gros ticket modérateur par rapport à cette question, sera en fait pour 4 groupes de garderies commerciales dans cette province? Monsieur le Président, le député a fait allusion au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de fonds. Et encore une fois, le Premier ministre et moi-même avons dit de façon très claire que, étant donné la rareté de ces fonds dans la province de l'Ontario et ailleurs, que ce soit pour les garderies et d'autres programmes sociaux, que je vais me rendre à Ottawa et je vais voir si le ministre Ottawa serait prêt à partager avec nous le coût de cette initiative auquel on fait allusion. Et je l'ai déjà indiqué à la Chambre, et je répète encore, que nous avons beaucoup de difficultés à réaliser ce genre d'initiative sans le partage des coûts, comme ça s'est fait autrefois, et qu'il n'y a pas en cours de décision de prise concernant ces initiatives jusqu'à ce que nous avions une réponse claire du gouvernement fédéral, à savoir s'il y aura partage des coûts. Une fois que nous allons savoir si les coûts seront partagés, nous prendrons notre décision. Nouvelle question. Nouvelle question. Député de Lincoln, vous aimeriez avoir la parole? Monsieur le Président, je vais en revenir au ministre de la Santé concernant les modifications de la loi sur les maisons des soins infirmiers. L'article 14 traite du comité consultatif. J'aimerais savoir quels sont les pouvoirs statutaires dont dispose ce comité. Le comité aura la possibilité de vérifier dans les modifications pour voir quelles sont la nature des problèmes. On pourra en discuter. Et moi-même, j'aurai la possibilité de faire certaines choses dont j'ai discuté plus tôt, concerner le remboursement de certains fonds. Et je puis indiquer aux députés que je fais attention à appuyer les comités parce que, par exemple, ils m'ont demandé de nommer un assistant supplémentaire. Ce que le ministre a fait, c'est qu'il a donné à ce comité le droit de glaner des renseignements, leur a octroyé le pouvoir de faire rapport au ministre et, dans le fond, ils ont moins de pouvoir que les inspecteurs maintenant. Mais dans le fond, c'est qu'ils donnent la responsabilité, mais ils n'ont pas de pouvoir pour appliquer cette responsabilité. Si le propriétaire de la maison de soins infirmiers dit non, je refuse de faire ce que le comité consultatif m'a dit de faire, comment allez-vous vous arranger pour appliquer la loi? Eh bien, je crois que
Ce que j'ai dit plus tôt montre que les responsabilités ont été déléguées au Conseil des résidents et je peux dire que je vais continuer à suivre de près cette modification à cette loi et avoir les renseignements. Il est intéressant de voir que le député qui est leader là, du Parti conservateur rit quand on parle de responsabilité, alors que lorsque lui, il avait la possibilité de faire quelque chose dans ce secteur, il n'a rien fait, il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas pourquoi cet homme là-bas, sans arrêt, dit qu'on devrait faire plus alors de traiter de ce problème. Je puis dire qu'à l'époque, il n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire pour assurer que cette province ait la possibilité d'offrir à ses résidents une façon de bien profiter de la vie. Je crois que cette nouvelle modification va nous aider à traiter des problèmes qui existent dans ce domaine et qu'on est prêt à discuter de cette question à la Chambre et c'est comme ça qu'on devrait procéder. J'ai hâte de voir les propos et les commentaires constructifs qu'auront à faire tous les députés. Et j'aimerais savoir pourquoi le député d'en face n'a pas jugé bon d'agir quand il aurait pu le faire. J'aimerais dire joyeux anniversaire au ministre du Logement. Ah, vous avez été pris de court. Je suppose que vous n'avez pas de notes concernant cette question. Le 16 décembre 1985, le ministre du Logement devait traiter de la question de la crise du logement. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a de plus en plus de personnes dans les foyers, de vagabonds, de personnes qui sont sur des listes d'attente et de plus en plus de propriétaires potentiels qui sont désertionnés. Et il y a moins de possibilités de trouver un logement locatif. Ma question est la suivante. Maintenant qu'on a brièvement décrit la politique de logement en Ontario, comment est-ce que vous allez décrire la politique pour l'année à venir en matière de logement? Eh bien, j'aimerais remercier l'honorable député de reconnaître une année de tâches accomplies. Je crois que ce que le député est en train de dire, c'est qu'en 1985, lorsque l'ancien gouvernement avait une politique de logement, seulement quelques 7 000 ont été approuvés. En 1986, il y a maintenant plus de 15 000 nouveaux logements qui ont été offerts. Et ça, Monsieur le Président, c'est en plus des quelques 3 000 que nous allons offrir afin de pouvoir pallier au problème des logements locatifs abordables. Donc, vous avez raison, mon honorable député, collègue a raison, que c'est là une situation difficile dans cette province et je vais traiter de ce problème. Et le projet de loi 51 aura certainement rendu ces logements locatifs plus abordables de façon générale. Parlant du caractère abordable et des tâches accomplies, j'ai un document qui est intitulé ici « About Rent Review » et on voit le nom du ministre qui figure au bas. Il y a beaucoup de mots sur ce document. Ça a pris à peu près ça a pris presque un an pour que le projet de loi 51 soit passé, adopté. Mais ce qu'on voit dans ce document, c'est que dans à peu près 60 jours, les locataires de l'Ontario vont pouvoir téléphoner pour se renseigner. Quel genre de gouvernement va dire que vous ne pouvez pas vous renseigner, mais entre-temps, je vous souhaite joyeux Noël. Quel genre de gouvernement fait ce genre de blague? Eh bien, Monsieur le Président, c'est un gouvernement qui a proposé un projet de loi. Ce projet de loi a été adopté et qui a envoyé des renseignements pour expliquer aux gens la situation. C'est un gouvernement qui a mis sur pied un programme visant à expliquer le projet de loi
en 13 langues, sans compter le français et l'anglais, Monsieur le Président. C'est un gouvernement qui est ouvert, accessible et qui vise à avoir une atmosphère beaucoup moins controversée et moins difficile pour que locataires et propriétaires puissent collaborer. Nouvelle question, leader de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Je me demande si le ministre de la Santé peut dire précisément à la Chambre pourquoi il a décidé de refuser, du moins pour l'instant, des personnes qui seraient responsables de promouvoir les droits de personnes qui se retrouvent dans les maisons de soins intensifs. Est-ce qu'ils pensent que ces personnes n'ont pas besoin d'être représentées? Pourquoi avez-vous pris cette décision? Monsieur le Président, l'honorable député n'a pas raison dans les deux situations. Comme il le sait, nous sommes en train d'étudier cette question de représentation des intérêts de certains groupes et nous avons l'intention de renforcer le rôle que peuvent jouer ces personnes. Nous examinons la situation dans la province de l'Ontario. Il semble qu'en ce moment, l'analyse de ce programme permettra de créer de nouveaux processus dans la province supplémentaire. La réponse, c'est que si le procureur général veut qu'on fasse des études, on comprend. En 1983, le ministre de la Santé a décidé de mettre sur pied ce programme dans les institutions psychiatriques sans avoir une étude, sans trouver une excuse de reporter les choses ou de trouver le père O'Sullivan ou quiconque pour étudier ce programme. À un moment donné, un homme politique doit avoir le courage et de dire « Oui, j'aimerais qu'on en fasse plus d'études, mais ce programme existe depuis 3 ans et une étude serait profitable et vaut mieux avoir une protection immédiate pour les résidents des maisons de soins infirmiers, de voir comment fonctionne le programme et de faire des ajustements en conséquence. Pourquoi avez-vous décidé la méthode de Monty Quinter, c'est-à-dire d'effectuer une étude après l'autre, au lieu d'avoir le courage de mettre sur pied ce programme? Monsieur le Président, nous avons indiqué que nous mettons sur pied un conseil des résidents qui sera beaucoup plus puissant et qui va tenir compte des préoccupations de ces personnes. Et d'autre part, nous avons également des fonds pour aider les personnes à améliorer leur aptitude. Et nous avons indiqué que nous serons prêts à leur offrir des appuis pour qu'ils puissent mieux fonctionner. Je ne sais pas ce que l'honorable député reproche à ce système, mais il me semble que nous pouvons venir en aide à ces personnes qui habitent ces foyers pour traiter de la façon dont ces maisons sont gérées et nous allons offrir aux résidents une façon par laquelle ils peuvent faire quelque chose. Nous avons également des renseignements qui seront offerts au ministère pour que nous, le ministère, pouvons également rectifier la question en temps et lieu. Nouvelle question. À Londres. À Londres. Le député de Sault-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Travail à propos des métallos de l'Ontario qui risquent de perdre leurs emplois par une loi qui est proposée par les démocrates au Congrès aux États-Unis. Ces politiciens pensent qu'aux États-Unis, la part du marché augmente et on dit que l'acier canadien est une des plus grandes menaces. Et le porte-parole dit qu'il est très possible qu'on fasse adopter une loi sur le commerce de l'acier. Est-ce que le ministre peut dire qu'est-ce que lui et son ministère font pour protéger les emplois en Ontario et qu'est-ce qu'il peut dire pour nous assurer que la sidérurgie en Ontario ne sera pas la prochaine victime des mesures protectionnistes aux États-Unis? On aurait dû peut-être adresser la question à mon collègue, le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui, comme l'honorable député le sait, s'occupe des pourparlers sur le libre-échange. L'honorable député est au courant du rôle joué par le premier ministre et
le ministre de l'Industrie et du Commerce, nous avons dit de façon très clairement que ces discussions risquent de mettre en péril toutes les industries, y compris la sidérurgie. Je crois que le ministre du Travail devrait être un des plus grands porte-parole pour les travailleurs qui risquent de perdre leurs emplois. Le ministre doit aussi savoir que ses employés continuent d'être menacés par les importations sur le marché canadien. Aujourd'hui, Algoma Steel doit faire face à une concurrence moins chère du Danemark, du Mexique et de l'Espagne. Qu'est-ce que votre ministère compte faire pour protéger les employés de l'industrie contre cette concurrence déloyale? Je crois qu'on devrait poser cette question au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. J'ai pris note de cette question et je vais la discuter avec le ministre dès que je le rencontre. Nouvelle question. Le député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le procureur général. Encore une fois, nous aimerons convaincre le procureur général de la nécessité d'une enquête judiciaire dans la question de Wider. L'enquête de la Sûreté de l'Ontario va remettre son rapport au procureur général qui devra décider si une partie de ce rapport devrait être rendue publique. Compte tenu des circonstances spéciales de ce cas et des aspects politiques, est-ce que le procureur général ne pense pas que la meilleure chose à faire, c'est de confier cette question à une partie neutre où cette question pourrait être tranchée sans ingérence politique? Je remercie l'honorable député de sa question. Je crois qu'il est d'accord que l'important, c'est d'avoir une enquête policière complète et le plus vite possible. Question supplémentaire, le député de Cochrane Sud. Comme question supplémentaire au procureur général, nous n'avons aucune indication de vous ou de n'importe quel membre du gouvernement de l'importance de l'enquête effectuée par la Sûreté de l'Ontario. En fait, vous n'avez rien communiqué comme information. Nous avons parlé d'une recommandation unanime du Comité du compte public. Nous avons parlé d'une demande en août pour une enquête criminalistique et vous avez refusé de coopérer. Nous avons parlé des questions sur les questions de votre engagement. Et je parle de ce que vous avez dit jeudi dernier. D'abord, vous avez démenti que vous étiez présent à cette réunion et ensuite vous avez dit que vous étiez présent. Nous avons parlé d'un rapport qui vous a été communiqué quand vous avez une réunion avec la Sûreté de l'Ontario. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous en débarrasser étant donné que vous étiez impliqué dans cette question en juillet? Pourquoi est-ce que vous refusez toujours une enquête judiciaire? Pour paraphraser un autre, la raison pourquoi le rapport nous sera remis, c'est parce que nous sommes de ce côté, vous êtes de l'autre côté. À l'ordre. À l'ordre. Ordre. À l'ordre. Une réponse. Je voudrais aussi féliciter le Parti néo-démocrate et je le reconnais. Maintenant, pour revenir à la question, quelle que soit la pratique qui existait à l'époque où il était procureur général, je voudrais qu'ils comprennent que maintenant, il n'y a aucune restriction imposée par mon ministère ou par tout autre ministère sur l'étendue de l'enquête policière. C'est la police qui sera responsable de l'enquête et c'est aussi elle qui pensera à la meilleure méthode, la méthode la plus efficace de mener l'enquête. Nouvelle question, la question de Sudbury Est. Ma question s'adresse
au ministre du Travail à propos des mineurs des mines d'or en Ontario. Quand on vous avait parlé de cette question, vous avez parlé d'un comité de maladies industrielles. Ce comité avait convoqué le syndicat United Steelworkers et à Homer Seguin. Ce dernier avait reçu une lettre de vous qui disait que j'ai été informé par mon ministère que les preuves apportées ne sont pas suffisantes pour me convaincre qu'il y a un rapport entre le cancer et votre travail. Pourquoi est-ce que vous avez nommé un comité pour étudier cette question? Pourquoi est-ce que vous avez coupé l'herbe sous les pieds de ce comité? Monsieur le Président, le comité sur des normes sur les maladies industrielles va revoir les témoignages et comme l'honorable député le sait, les mineurs qui travaillent dans cette région devront témoigner. Les décisions seront étudiées par le comité et que la Commission des accidents du travail sera informée des réclamations. Je n'ai pas dit à M. Seguin dans une lettre. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui avez signé cette lettre. Vous avez dit, j'ai été informé par mon ministère que les preuves fournies dans l'étude ne sont pas suffisantes pour conclure que le taux excessif de cancer de l'estomac est relié au travail. Les résultats de cette étude avaient indiqué une augmentation de 90 d'augmentation du cancer des poumons et 178 de l'augmentation du cancer des mineurs de nickel et d'or. Il faut se rappeler que cette étude ne concerne que les travailleurs qui avaient travaillé entre 65 et 77 dans les mines d'or seulement. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez nommé ce comité sur les maladies industrielles et ensuite vous avez dit par la suite qu'il n'y a pas assez de preuves? Eh bien, Monsieur le Président, je vais jeter un coup d'œil à cette lettre. Bien sûr, l'honorable député n'a lu qu'une phrase de cette lettre. Eh bien, Monsieur le Président, à l'ordre. À l'ordre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, j'ai passé les dernières minutes à écouter toutes sortes de choses ridicules venant de l'opposition. J'ai entendu des faits, des soi-disant faits tout à fait ridicules. Vous avez posé votre question, attendez que je réponde. Vous allez voir quand... Vous avez parlé des faits alors qu'en fait, il ne s'agissait pas de faits. À l'ordre. Est-ce que le député veut bien s'asseoir? À l'ordre. À l'ordre. J'ai un rappel au règlement. C'est très clair de ce que le ministre a dit qu'il accuse mon collègue de Sudbury-Est de présenter des faits ou des informations erronées à cette Assemblée. J'aimerais que vous regardiez le procès-verbal. C'est clair que les insinuations, c'est que mon collègue ne disait pas la vérité. À l'ordre. Je sais qu'il y a une dispute à propos des faits. J'ai entendu un autre député dire très clairement que ce n'est pas vrai. Je crois qu'on se laisse emporter. À l'ordre.
Je crois que nous devons faire preuve d'un peu de respect. À l'ordre, je vous demande de revoir le procès-verbal. Je suis prêt à le faire, mais je crois que nous devrons nous calmer un peu. Et je le dis à tous les députés, je vais jeter un coup d'œil, c'est sûr. Bon, d'accord, je ne le ferai pas. Nouvelle question. Le député de Durham-York. Ma question s'adresse au ministre de la Culture. Avez-vous ou quelqu'un de votre ministère promis de l'aide financière pour les récoltes de 1986 à certains cultivateurs? Monsieur le Président, je ne dirais pas qu'il s'agit là d'une déclaration exacte. Ce ministre était prêt, Monsieur le Président, à se présenter devant le cabinet avec une demande pour les producteurs de pommes de terre qui avaient vendu leur produit à Natural Fry, qui est maintenant sous séquestre en attendant une enquête dont elle fera l'objet. Eh bien, Monsieur le Président, le troisième parti qui s'était intéressé avait dit à la dernière minute qu'il n'était plus intéressé. Et les banques ont tout de suite mis Natural Fry sous séquestre. Depuis, j'ai pris des mesures pour informer la Commission des pommes de terre que je vais étudier l'établissement d'un programme de protection pour les cultivateurs de pommes de terre, s'ils le veulent bien. Le cas échéant, j'espère que nous allons pouvoir trouver une solution par le truchement de ce programme pour le bienfait des cultivateurs qui ont vendu leurs pommes de terre à Natural Fry. Mais je dois dire que Natural Fry a été acheté par une compagnie et bien que nous avons essayé de trouver une occasion de discuter de cette question avec le propriétaire, nous avons appris que le propriétaire est en Nouvelle-Zélande et nous ne savons pas à présent quelles sont les intentions du propriétaire pour cette compagnie, mais nous pensons qu'il va continuer à exploiter cette compagnie dans la province de l'Ontario. Question supplémentaire, le député de Durham-York. Nous avons des déclarations de Walt Davidson, Brian Cornish, Heisman et une personne qui s'appelle Ross Whiteside qui indiquent qu'il y a eu des déclarations de Brian Slamko, George Collin et votre adjoint indiquant qu'il y aura de l'aide financière. Et de plus, il y a eu d'autres déclarations de Campbell Soup et maintenant un directeur de banque qui est prêt à indiquer qu'il avait reçu des appels de votre ministère confirmant l'aide financière et par conséquent, il devrait avancer des prêts pour la récolte de 1986 à ses cultivateurs. Est-ce que maintenant, êtes-vous prêt à faire une déclaration accordant de l'aide à ces cultivateurs? Monsieur le Président, mon ministère n'a jamais laissé qui que ce soit le bec dans l'eau. Et je dois dire que je ne suis pas d'accord avec la déclaration effectuée en Chambre par ce député. Je peux dire à mon honorable collègue qu'il n'y a aucun membre de mon personnel qui avait indiqué à un cultivateur de pommes de terre que ce ministre va essayer d'obtenir de l'aide financière pour eux.
Eh bien, à l'ordre. À l'ordre. Incroyable. Nouvelle question. Le député de Scarborough-Ellesmere qui est debout depuis quelque temps. Ma question s'adresse au ministre de la Formation professionnelle qui doit rencontrer le ministre fédéral Benoît Bouchard, qui est responsable de la stratégie pour les emplois. Je me demande si, au cours de cette réunion, le ministre va essayer d'obtenir le 130 millions de dollars que le gouvernement fédéral n'a pas dépensé en Ontario, mais qu'il est obligé de dépenser pour la formation professionnelle. Eh bien, Monsieur le Président, mon collègue de Scarborough-Ellesmere a raison. Je rencontre le ministre fédéral de l'Emploi et de l'Immigration jeudi matin pour discuter de ces questions. Il a indiqué, au moins il a fait allusion au fait que le gouvernement fédéral n'a pas dépensé les crédits qu'ils avaient promis de dépenser au terme de la stratégie. Je ne veux pas confirmer le chiffre exact, mais je crois que le montant de 130 millions est plus ou moins vrai. Je vais soulever cette question avec M. Bouchard jeudi matin, ainsi que d'autres questions que nous avons à propos de cette stratégie qui concerne l'Ontario ainsi que les autres provinces. Cette réponse est inacceptable. C'est étrange, les gens qui vous applaudissent. Monsieur le Président, vous avez accepté cet accord et on nous a triché. Nous n'avons pas reçu ces 130 millions de dollars. Vous savez que la stratégie n'est qu'une caisse électorale n'est qu'un fonds destiné à l'industrie. Une des conséquences, c'est que les immigrants ne reçoivent pas le type de financement et l'aide financière qu'elles méritent. Je veux savoir ce que vous avez l'intention de faire pour défendre l'Ontario. J'avais l'impression au départ que mon collègue de Scarborough-Ellesmere comprenait quelque chose à propos de la stratégie pour les emplois. Mais à la suite de sa question supplémentaire, on voit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Au nom du gouvernement de l'Ontario, il y avait une entente entre moi-même en tant que ministre de la formation professionnelle et Flora MacDonald, le ministre de l'Emploi de cette époque, concernant la stratégie pour les emplois. Cela ne veut pas dire que j'avais accepté ce que le gouvernement fédéral voulait faire. Ce que j'avais accepté, c'est la stratégie qui concernait tout le Canada. L'accord de l'Ontario portait sur des dispositions spécifiques concernant la formation qui devait avoir lieu dans le cadre de cette stratégie. Je ne veux pas faire des excuses au nom du gouvernement fédéral parce que eux, ils n'ont pas réussi à mettre sur pied les projets qu'ils avaient l'intention de mettre sur pied. Je vais soulever cette question au nom de ce gouvernement. Nouvelle question. Monsieur le Président. À l'ordre. Nouvelle question, député de Brampton. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales.
D'après le rapport que j'ai ici du Conseil consultatif de novembre 1986 concernant l'assurance responsabilité en Ontario, étant donné que cela est très important pour ma circonscription Brampton, même si les gens d'en face trouvent que ce n'est pas important, la question est la suivante. Étant donné que sous peu, nous allons prendre une décision concernant une cause d'assurance responsabilité dans la ville de Brampton, j'aimerais indiquer au ministre que d'après les recommandations formulées par le conseil consultatif, l'une de ces recommandations est la suivante, que le comité recommande aussi que le paragraphe 4.4 augmente la responsabilité des lieux comme stipulé dans le paragraphe 4.1 et que si un conseil local prend une décision, la question, Monsieur le Président, question est posée là rapidement. Question s'adresse au ministre. Au lieu de passer à la modification de cette loi, est-ce que le ministre serait prêt à réduire la responsabilité des municipalités pour tenir compte de la différence entre négligence grave et non grave? Monsieur le Président, l'honorable député sait que le rapport maintenant se trouve entre les mains des municipalités dans cette province et que nous attendons leur réponse et leur déclaration d'ici la fin de cette année 1986. Et en janvier, Monsieur le Président, sous peu, le ministre des Affaires municipales et le ministre des Relations commerciales vont proposer des recommandations, Monsieur le Président. Un rapport.